RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le Crépsy et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans votre émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et fait sauter les préjugés sur la santé mentale. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui en compte des préjugés, le sujet de la schizophrénie. Voilà, alors là on va en entendre dans tous les sens et je crois que ça va être l'intérêt de cette émission aujourd'hui, ça va être de se dire tiens, parlons de ces préjugés et voyons ensemble comment les démonter. Pour m'accompagner dans cette émission aujourd'hui, ils sont là comme à leur habitude. Il y a Marie-Paul, bonjour Marie-Paul de l'association Bipolaire si tu savais. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Je suis ravi d'être là. Eh ben partagez. Et puis il y a Basile qui est avec moi aussi, du Crépsy et de Espoir 54. C'est ça. Avec grand plaisir. Et puis pour nous accompagner dans l'émission, je vous présente Mathieu Serbeil qui est neuropsychologue et président de l'association Raptor Neuropsy. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous ? Merci pour l'accueil, très bien. Ravi de vous accueillir. Et à vos côtés, on vous la présente, même si vous la connaissez déjà, on est très heureux qu'elle revienne nous parler et témoigner avec nous. C'est Souila Kemouche. Bonjour Souila Kemouche. Bonjour. Comment ça va Souila ? Ça va, je vais bien. On est ravis de vous accueillir de nouveau. Vous êtes représentante des usagers à Espoir 54. Exactement. Eh bien, bienvenue dans ce studio. Merci. Donc je le disais, la schizophrénie, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Beaucoup de préjugés. D'ailleurs, je crois que Basile, tu es allé dans la rue et que alors là, les préjugés, on en a entendu quelques-uns. C'est ça, avec Roman, on était dans la rue, posé 3 questions. Du coup, la première question, c'était est-ce que vous avez déjà entendu parler de schizophrénie ? Et si oui, où ? Oui, dans les séries, surtout. Moi, j'en ai entendu parler dans des séries policières ou plutôt dans le domaine médical aussi. Oui, dans l'univers des films et des romans, dans les articles qui traitent de la psychiatrie en général. Oui, j'en ai déjà entendu parler, ou ça dans les médias, je pense. Oui, dans les films, peut-être. C'est tout. Split, c'est ce qui me semble le plus parlant pour moi. Dans les médias en général, dans les fictions, il est souvent question de schizophrène. Les fictions, beaucoup. Les fictions. Très très peu, par contre, voire même personne qui nous parle de gens qu'ils connaissent. Ouais, c'est ça. Tout le monde en a entendu parler, donc dans les médias, le cinéma ou encore les romans. Et du coup, ce qui ressort, c'est que la schizophrénie, du coup, elle est très souvent mise en relation avec des événements dramatiques, ce qui pousse du coup à la stigmatisation. Et de plus, les médias, en fait, font de la schizophrénie que très rarement, en fait, le sujet même de l'article. Et elle ne fait quasiment jamais l'objet d'un discours médical et l'utilisation du terme schizophrénie est alors utilisée pour le plus souvent pour essayer d'expliquer ou du moins appuyer un événement ou un acte délictueux ou criminel. Du coup, à savoir quand même, on estime que la schizophrénie touche environ 0,7% à 1% de la population mondiale, ce qui paraît faible, mais non, parce qu'en fait, 1% représente en France, du coup, 500 000 à 600 000 personnes touchées par la schizophrénie. C'est pour ça que c'est drôle de voir que personne ne dit oui, je connais quelqu'un qui en souffre. Mais on en parle effectivement qu'au travers les médias. La question que vous avez posée, que tu as posée, la deuxième question que tu as posée, c'est au sujet de la manifestation des troubles, c'est ça ? C'est ça. Pour vous, comment se manifeste la schizophrénie ? Quels sont les symptômes et les signes ? C'est compliqué. C'est très très difficile déjà à diagnostiquer. Disons que c'est une difficulté qu'il y a à s'intégrer dans le monde actuel. Je dirais ça comme ça. Alors, j'y connais pas grand-chose. Je suppose que c'est des gens qui parlent tout seuls ou qui entendent des voix, il me semble. Et c'est tout ce que j'en sais. C'est tout. Pour moi, c'est une dissociation de la personnalité et de la réalité. La schizophrénie, quand l'individu peut être dangereux, parce qu'il y a plusieurs formes de schizophrénie, mais oui, ça fait peur parce que psychologiquement, c'est des modes de pensée qu'on n'arrive pas à appréhender, donc ça fait peur, oui. C'est une maladie mentale qui fait que la personne a plusieurs personnalités, je pense. À mon sens, la schizophrénie, c'est plutôt une affection où les malades ont une double personnalité, je pense, c'est ça. Souvent, c'est des gens qui entendent des voix, venus devant ces zoos, et c'est très difficile à gérer, forcément, sans traitement médical. Je pense qu'avec des traitements médicaux, c'est quelque chose qui peut se contrôler. Mais il faut pour ça que les gens qui sont atteints de cette affection psychiatrique prennent leurs médicaments. Il me semble en tout cas de ce que j'ai vu que c'était des crises qui sont plutôt espacées, c'est pas des choses qui arrivent très souvent.
Et il me semble que c'est des crises durant lesquelles les personnes sont assez, ont l'impression d'être assez isolées, comme si elles étaient un peu dans leur réalité à eux. Finalement, ils ont du mal à différencier le vrai du faux, entre guillemets. Je connais à peu près les symptômes, c'est plusieurs personnalités de la personne, des troubles. Maintenant, comment on attrape ça, je pense que c'est des soucis au niveau de la tête du coup. Mais j'avoue que c'est un sujet que j'ai pas trop d'infos. Est-ce que ça s'attrape comme un rhume? C'est une question qu'on soulèvera sans doute tout à l'heure. Non, mais alors, du coup, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que vraiment toutes les personnes qu'on a interrogées commençaient leur réponse par j'en sais pas grand-chose, je connais pas, je suis pas spécialiste, mais et après voilà, on a eu toutes sortes de choses, du vrai, du faux, peut-être beaucoup quand même de fausses idées. Peut-être rappeler déjà que le terme de schizophrénie il est couramment employé donc pour désigner des personnes qui ont un double discours ou qui ont plusieurs personnalités. Toutefois, ce trouble, voilà, il n'a rien à voir avec un dédoublement de personnalité et on pourra le définir par la suite du coup avec nos invités. Et également, donc concernant la potentielle dangerosité des personnes schizophrènes, il est important de dire que les personnes concernées par un trouble psychique comme la schizophrénie sont bien plus souvent, eux, victimes de violences que même agresseurs. Et en réalité, on compte moins de 1% de crimes graves qui sont commis par des personnes diagnostiquées schizophrènes. Oui, bon, on en trouverait sans doute aussi beaucoup parmi des gens qui seraient blonds, parmi des gens qui... Voilà. Donc, mais ça, j'imagine qu'on va aussi en reparler tout au long de cette heure. Une troisième et dernière question que tu as posée dans la rue, Basile. Alors pour vous, comment et pourquoi risque-t-on de développer ce trouble, donc tout ce qui est facteur déclencheur, pensez-vous que ça peut vous arriver, etc. C'est une manifestation du cerveau, mais c'est pas forcément indépendant d'un trouble organique ailleurs, mais on ne cherche pas trop à savoir d'où ça vient. Donc, mais je pense que c'est un problème probablement qui est une manifestation d'un autre problème. Le cannabis aussi, parce que j'ai justement un neveu qui en a souffert. Une grosse crise et il est devenu schizophrène. On a décelé la schizophrénie. D'accord. J'en ai strictement aucune idée. Je sais que j'avais lu une fois un livre qui expliquait qu'un petit traumatisme en apparence anodin pendant l'enfance pouvait déclencher ce genre de trouble mental. Mais... L'environnement, la société, etc. Je pense que ça nous rend... encore plus, je pense, avec la crise de la Covid, il y a eu un peu de se sentir délaissé ou je sais pas, qui peut... Isolement. Ouais, qui peut rendre un peu fou, hein, entre grosses guillemets. Mais de se sentir seul, je pense que c'est l'environnement principal. Alors je sais du coup, mais ça je suis pas sûr de le dire, mais pour consommer du cannabis, je sais que ça peut jouer. Du coup, surtout je pense chez les jeunes, beaucoup de jeunes qui consomment maintenant de plus en plus de cannabis, je pense que ça peut prendre plus d'ampleur via ça. Je pense que c'est dès la naissance, c'est quelque chose qui arrive au niveau du cerveau. Et c'est pas, j'ai pas le mot, c'est pas héréditaire, mais c'est dès la naissance, c'est là, et ça se développe au fil de la vie. Alors, il me semble qu'il y a un facteur génétique, mais je n'en sais pas plus. Ah, ça peut venir de plein de choses. C'est ça en fait. Ça peut venir de vraiment plein de choses. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que la maladie, la schizophrénie, c'est une maladie qui a une origine multifactorielle, plurifactorielle, à la fois génétique et liée à l'environnement, qu'on pourra définir ça par la suite. Du coup, il y a quand même plusieurs personnes qui nous parlent de la consommation de cannabis, qui pourrait être un facteur déclencheur. Alors, les études démontrent que c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où le cannabis peut en effet venir révéler la maladie, mais chez des personnes qui ont une vulnérabilité préexistante. Et enfin, du coup, la schizophrénie, il faut rappeler qu'elle touche tous les milieux, autant les hommes que les femmes, même si les hommes seraient potentiellement un peu plus touchés par ce trouble, et que la maladie se développerait plus tôt dans l'âge chez les hommes que chez les femmes. Bon, on a entendu dans ces micro-trottoirs que c'était assez trouble, finalement, la schizophrénie. On n'arrive pas tellement, finalement, à le définir, si ce n'est peut-être par une affiche de film ou un personnage qu'on a déjà vu. Ce que je vous propose, dans un tout petit instant, on va déjà écouter une musique, une chanson, et juste après, on va essayer de définir ensemble ce qu'est la schizophrénie. Et là, je me tourne vers notre neuropsychologue qui nous racontera ça dans quelques instants. Vous êtes sur RCN, tout va bien, je vous propose d'écouter le nouveau titre de Stromae qui s'appelle L'Enfer, oui c'est ça. Qui l'a choisi ce titre ? Personne, si. Il me semble que c'était Mathieu. Non. Ah non, c'était vrai. En tout cas, c'est un très bon choix quoi qu'il arrive, on l'écoute maintenant. Et ce matin, dans l'émission, nous parlons de schizophrénie. Alors, il y a quelques instants, si vous étiez avec nous, on a écouté les gens dans la rue, vous qui nous en avez un petit peu parlé. Et alors, c'est
très étonnant parce qu'on a eu des définitions toutes très variées qui allaient de la difficulté de s'intégrer dans la société, de gens qui parlent tout seuls, de gens qui entendent des voix, de gens qui ont des dédoublements de personnalité, de gens dangereux. C'est quoi la schizophrénie? Et là, je me tourne vers vous, Mathieu Serbet, qui êtes, je le répète, neuropsychologue et président de l'association Raptor Neuropsy. Dites-nous, c'est quoi C'est une grande question. C'est vaste. Alors, c'est très vaste. C'est surtout pas ce qui a été dit du coup dans les témoignages qu'on a pu recueillir, parce que ça c'est plutôt les images qu'on va avoir dans les films, les différents médias d'information, etc. où on a cette idée de double personnalité. Quelqu'un parlait de Split dans les témoignages, ce film où la personne a une vingtaine de personnalités, etc. La notion de dangerosité, etc. Enfin. Finalement, la schizophrénie, ça touche 1% des personnes et ça fait partie de ce qu'on appelle le champ des psychoses. Donc, c'est des maladies où il y a, on va dire, une altération un peu du contact avec la réalité. Alors c'est un gros mot pour dire que des fois, effectivement, il peut y avoir des symptômes comme l'entente de voix, donc ce qu'on appelle des hallucinations, etc. Mais ça, c'est en fait finalement que une seule facette, parce qu'il y a tout un tas d'autres symptômes. Par exemple, je pense, on l'a défini souvent comme les symptômes positifs, donc hallucinations, etc. Puis ensuite, on a des symptômes plus négatifs où ça va être tout ce qui est isolement social, rupture du contact, la tristesse, etc. Enfin, plus quelque chose de l'ordre du repli. Et ça, on en entend beaucoup moins parler quand on parle de schizophrénie, alors que ça fait partie des symptômes qui sont très très marqués aussi. Et il y a aussi des symptômes auxquels on pense pas forcément. Et moi j'en parle aussi parce que je suis neuropsychologue, donc c'est là-dessus que je vais travailler. Mais tout ce qui est les symptômes cognitifs, donc c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des soucis au niveau de la mémoire, de la concentration, etc. Donc c'est beaucoup moins dramatique finalement que l'image qu'on peut en entendre dans les médias. Il y a des symptômes comme ça qui font un peu sensationnaliste, etc. Alors que finalement, dans la réalité, déjà ça l'est moindre que dans les films et comment c'est présenté dans les différents médias. Mais surtout, c'est pas ce qui définit la maladie, puisqu'il y a plein d'autres choses à côté. Et il existe pour ça plein d'autres choses aussi. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on abordera un peu les pistes d'accompagnement, etc. Mais on en parlera effectivement. Voilà, plein de solutions. Mais surtout, vous avez donné un chiffre très intéressant et que Basile donnait tout à l'heure. C'est 1% de la population quand même qui est touchée. Donc c'est une maladie qui est extrêmement méconnue, alors que pourtant, quand on y réfléchit, elle touche quand même beaucoup de gens. 1%, c'est déjà énorme. C'est énorme. C'est considérable. Et c'est ça qui est étonnant, je trouve, c'est qu'effectivement, on la connaît assez peu, en tout cas dans le grand public. C'est d'où l'intérêt d'ailleurs de cette émission ce matin. Vous avez donné un peu les différentes choses qui un peu permettent d'identifier cette maladie, si je puis dire. La question qu'on peut se poser, c'est quel accompagnement on peut mettre en place autour de ça, justement. Oui. Alors tout à fait. Là, je peux rebondir aussi sur un des témoignages qui avait été donné là sur le micro-trottoir où la personne disait il faut des médicaments, il y a que ça pour stabiliser, etc. Alors effectivement, faut pas diaboliser ça non plus. Il existe des traitements qui peuvent aider face à certains symptômes, etc. Mais il y a aussi tout un tas d'autres panoplies. Il y a des psychothérapies donc avec des psychologues, des psychiatres, etc. Du travail sur la mémoire, la concentration, etc. Et il existe aussi ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Donc c'est des programmes où les personnes peuvent apprendre quels sont les symptômes de la maladie, comment je les maîtrise au quotidien, comment je m'en sors finalement. Et quand on parle de toutes ces notions-là, moi, la notion clé qui me vient, c'est ce qu'on appelle le rétablissement en psychiatrie. Alors, c'est une notion qui a quelques décennies déjà outre-Atlantique chez nos voisins américains et canadiens, mais la notion, en fait, très porteuse d'espoir, comme quoi, il existe des pistes, on peut se sortir de la maladie, on peut avoir moins de symptômes, être inséré. Il y a quelqu'un qui disait que c'était des gens qui avaient du mal à s'insérer dans la société, etc. On peut tout à fait être bien inséré, trouver un travail, avoir des amis, avoir une famille, avoir des loisirs, etc. Donc il existe plein de solutions et qui vont être finalement très adaptables à chaque personne aussi, parce qu'on parle de la schizophrénie depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est important de dire qu'il y a presque autant de schizophrénie qu'il y a de personnes qui ont cette étiquette, on va dire. C'est quoi les éléments déclencheurs en général d'une schizophrénie? On sait, parce que on est avec ou on n'est pas avec, enfin comment ça se passe? Du coup, oui, c'est une très bonne question, effectivement. Donc, c'est ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement. C'est-à-dire que c'est présent dès la naissance et après, ça va se développer, alors pareil, différemment selon les personnes. Il y a des facteurs de l'environnement qui peuvent venir jouer. Notamment, on parlait du cannabis. Oui. Alors, effectivement, Basile a déjà très bien résumé, je vois pas trop quoi rajouter là-dessus. Effectivement, ça peut faire déclencher la maladie s'il y a une prédisposition qui existe. Quelqu'un de lambda qui a pas cette prédisposition génétique la déclenchera pas comme ça. Et ce qui est super important aussi, je pense à dire surtout que sur Nancy, il y a un centre spécialisé là-dessus, c'est qu'en fait, on peut détecter la schizophrénie de façon très précoce avant même que la maladie soit, on va dire, apparente et qu'il y ait des symptômes très forts qui arrivent. Parce qu'en fait, ça peut déjà, dès l'adolescence, se repérer.
ça va être tous ces symptômes-là dont j'ai parlé, mais de façon très très atténuée en fait. C'est-à-dire des petites bizarreries, un peu des sensations qu'on n'est pas trop là, ou on va dire tout ce qui est hallucination, troubles de la mémoire, etc., mais en très réduit, qui peuvent faire se dire tiens, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Et comme toutes les maladies physiques ou psychiques, plus on intervient tôt, plus on peut. Marie-Paul. Oui, je voulais poser la question sur le terme d'hallucination. Ouais. Qu'est-ce qui se passe lors d'une hallucination? On peut avoir un petit exemple? Alors c'est une bonne question. Je suis même pas sûr qu'à ma place je puisse vraiment expliquer puisque je le vis hallucination pas. auditive ou visuelle? Dans le sens là, oui. Il peut y avoir. Alors je crois que les plus présentes c'est les auditives. Enfin statistiquement on va dire plus que les visuelles. Après les hallucinations c'est quoi? C'est la réalité qui à un instant T va être perçue différemment par la personne. Donc nous on a tendance plutôt à dire que c'est la réalité de la personne qui les a à cet instant-là, quoi. C'est pas forcément une mauvaise image de la réalité, mais que c'est plus sa réalité à ce moment-là. Et ça peut être effectivement auditif, visuel, des voix qui vont dévaloriser, etc. Alors, je pense que c'est intéressant comme question parce que ça me fait penser à l'image aussi des voix qui disent, je pense au film Psychose ou les choses comme ça de Hitchcock, des voix qui disent, il faut aller faire du mal à telle personne, etc. Mais ça, dans les faits, c'est quand même très très rare. C'est plutôt des voix statistiquement, des voix dans la dévalorisation de la personne. D'ailleurs, on le disait, quand on dit que les schizophrènes sont dangereux, ça représente pas 1% des crimes violents, on va dire. Donc, en fait, on est vraiment dans un pur préjugé là. Tout à fait. Ils sont pas plus. Il y en a, comme chez tout le monde, mais ils sont pas plus dangereux que la population qui n'a pas la maladie finalement. Et donc, peut-être parfois les moments où ils sont vraiment dangereux, c'est dû au fait qu'ils ont peut-être pris une substance qui pourrait les aider à supporter leurs états d'âme difficiles et ça c'est peut cette drogue qui va déclencher. C'est ça, il y a des études qui démontrent que des personnes schizophrènes qui passent à l'acte, un acte criminel, etc., c'est souvent lié à une prise de substance en plus. Et du coup, c'est pas seulement le trouble schizophrénique. Ce qui par ailleurs, je pense, arrive pour des gens qui ne souffrent pas de ce trouble de schizophrénie aussi. Une substance, une mauvaise substance, ça peut pas, bien sûr. Associé à une prise de substance ou autre. Ouais, je voulais dire ce qui est intéressant à dire par rapport à la dangerosité. Donc, tu disais, Basile, que c'est des personnes qui vont plus souvent être victimes d'actes parce que c'est des personnes finalement qui sont plus vulnérables du fait de la maladie parfois. Mais c'est surtout qu'elles sont plus dangereuses finalement pour elles-mêmes parce qu'il y a notamment on l'écoutait avec la musique de Stromae, il y a notamment un risque suicidaire du coup du fait des symptômes de la maladie et des difficultés qui sont engendrées. Et de tous ces mots négatifs et ces préjugés, donc ce qu'on appelle la stigmatisation. Donc c'est finalement des personnes qui risquent plus de se faire du mal à elles parce qu'il y a cette souffrance-là que d'être agressives envers les autres. Une étude canadienne, ils ont interrogé donc les gens et c'est assez étonnant, je trouve, de voir que la perception du grand public, j'ai pris une étude canadienne parce que c'est ce que j'ai trouvé évidemment, mais indique que par exemple pour les Canadiens, les symptômes de la schizophrénie, pour 70%, c'est la tendance à se replier sur soi. 57% l'ignorance de sa maladie, 50% la double ou triple personnalité, 40% les comportements violents et 60% pensent que les schizophrènes peuvent avoir des gestes très violents. Ok. Effectivement, il y en a beaucoup qui rentrent dans les clichés aussi. On note quand même qu'il y a la notion de repli sur soi qui a l'air de bien revenir, qui effectivement fait partie de ces symptômes qu'on appelle symptômes négatifs qu'on retrouve dans la maladie. Donc la double personnalité, on en a déjà parlé. Du coup. J'ai déjà oublié les autres. Il y avait le repli, on l'a dit, la double personnalité, le comportement violent, les tendances à se replier sur soi, on l'a dit, et puis enfin les gestes violents. Oui, effectivement. C'est ce qui ressort le plus souvent quand même, c'est assez hallucinant. Cette image de dangerosité qui revient finalement tout le temps, alors qu'elle est loin de la réalité finalement. Justement, on est là pour montrer qu'on est loin de cette réalité-là. Je vous propose, dans un instant, on va un petit peu essayer de savoir un peu mieux comment on vit ce trouble, cette maladie, avec toi, celui-là. Je vais y arriver sur les prénoms, je me trompe à chaque fois. J'en suis désolé. Si, j'étais pas mal celui-là en plus. Oui, c'était juste. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi, dans ma tête c'était autre chose, tu vois. Il faut vraiment qu'on discute ensemble. On va en parler dans un instant. Tu vas nous donner ta perception et ton témoignage. D'accord. Je pense qu'on va encore apprendre beaucoup de choses si vous le voulez bien. Et puis après, on continuera de prendre ces préjugés et de les démonter un par un. Est-ce que ça vous convient comme ça? Très bien. Parfait. Et on va écouter Kool and the Gang. Ça, je crois que c'est toi celui-là qui le voulait. Ouais.
Depuis maintenant 26 minutes à peu près, nous parlons ensemble de la schizophrénie. On a vu ensemble un petit peu les différents indicateurs qui peuvent faire penser à la schizophrénie et on y reviendra dans quelques instants. Et on a le plaisir d'avoir dans le studio avec nous celui-là. Et je suis très content que tu sois là parce que justement toi, tu souffres ou tu as souffert des troubles de schizophrénie. Voilà, c'est ça. À quel moment tu t'es rendu compte, qu'est-ce qui a été déclencheur, à quel moment tu t'es rendu compte que justement, peut-être c'était ça qui te faisait souffrir? On va dire que ça fait pas tellement longtemps, ça fait quelques années, mais ça a commencé bien plus tôt. On va dire au début de l'âge adulte, mais il faut remettre les choses dans le contexte en fait. J'étais une jeune fille pleine de vie, souriante, dynamique, mais je pense que avec du recul, j'étais un peu dans les excès, une hypersensibilité, une difficulté à gérer les émotions à cette époque-là. J'étais la seule de la famille qui avait du surpoids notamment. Il y avait plein de trucs, je pleurais facilement, mais je me rendais compte de rien jusqu'à un traumatisme. Donc ça, c'est arrivé à l'âge de mes 22 ans. Chez une personne proche, en fait, je me suis levée un matin et finalement, j'avais des douleurs particulières et puis j'ai jugé que j'avais été violée à ce moment-là, la nuit, sauf que je m'en rappelais pas. Donc voilà, c'était compliqué pour moi, mais pour moi c'était sûr, c'était réel, c'était vrai. Et même si jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas la réponse finalement. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que je me suis repliée sur moi-même, repliée sur soi. J'ai eu du mal à en parler parce que dans ma famille c'est tabou, il y a une question de réputation, un peu dans la culture, un peu. Je pense que c'est un peu connu. C'est quelque chose qu'on dit souvent dans cette émission d'ailleurs, hein. Dès que ça touche les problèmes de santé mentale, c'est souvent très tabou. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me repliais sur moi et je me suis créé finalement une réalité dans cette histoire, ce traumatisme. J'ai estimé à cette époque-là, j'avais 22 ans à peu près, j'en ai 37, j'ai estimé que finalement la personne chez qui j'étais aurait filmé la scène, aurait diffusé sur Internet, qu'on me reconnaissait dans la rue, que tout le monde savait tout, que j'ai même pu penser à certains moments qu'on me voulait du mal, qu'on voulait me tuer, entre guillemets, même dans les proches. Ça allait très loin dans le délire. Donc j'ai été hospitalisée une première fois 7 mois après le trauma. Et du coup, là, on m'a dit... on m'a parlé de bouffée délirante au départ, aiguë. Et j'ai entamé une psychothérapie avec une psychothérapeute. Et 2 ans après, à peu près, elle me disait, vous êtes schizophrène, mais je l'ai pas entendu. Voilà, je l'ai pas entendu. J'étais pas prête à ce moment-là du diagnostic, de l'entendre et de le croire. Oui, donc du coup, tu réponds déjà un peu à la question que je voulais te poser, mais comment tu l'as vécu, ce diagnostic? Parce que quand on te dit t'es schizophrène, justement, en plus dans une société où tout est assez tabou, dès qu'on parle de santé mentale, comment est-ce que tu l'as pris? Tu viens de nous le dire d'une certaine manière, je l'ai refusé au début. Je l'ai refusé et pour moi, c'était pas de ma faute, c'était de la faute de ce qui m'était arrivé. C'était, je culpabilisais beaucoup, mais en même temps, c'était compliqué parce qu'il y avait toujours ce doute de ne jamais savoir ce qui s'est passé, voyez. Et finalement, j'ai vécu ce doute pendant de nombreuses années. Et finalement, j'ai pas accepté le diagnostic, c'est sûr, au départ. Ça m'a pris quand même une dizaine d'années. Quand j'ai reposé la question à mon psychiatre, vous pouvez me dire ce que j'ai? Et c'est là que je l'ai accepté, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de non, c'est pas ça, à oui, je l'accepte? Il faut savoir que entre-temps, j'ai créé une famille. J'ai eu 2 enfants. Donc j'avais toujours un pied qui me ramenait, si vous voulez, à ma réalité quotidienne. Mais même dans mes psychoses et mes délires, je faisais des liens et des interprétations qui paraissaient réelles quand je les racontais, vous voyez. C'est ça où j'avais toujours un pied dans la réalité. C'était pas genre, je sais pas comment vous expliquer. Je voyais pas des singes qui sautent au plein milieu d'une pièce, vous voyez. J'avais toujours un lien dans la réalité, mais je créais des liens avec, par exemple, un regard dans la rue, je l'interprétais pour moi. Vous voyez, c'était un peu ça. Et du coup, je sais plus où c'était quoi la question, excusez-moi. C'était qu'est-ce qui fait que tu l'acceptes d'un seul coup? Qu'est-ce qui fait que tu dis OK, oui, je suis schizophrène? J'avais pas le choix, c'était un moment, pardonnez-moi mes termes, marche ou crève, fallait l'accepter, fallait foncer avec et il fallait la prendre à bras le corps, l'amadouer, vivre avec et sentir quand ça va pas, solliciter de l'aide aux bonnes personnes quand ça va pas pour pouvoir rebondir, parce que si je niais encore cette réalité, je me niais moi-même, voyez. Et non, il fallait que je me rapproche de mon âme, que je me reconnecte à tout ça
et que j'aille de l'avant. Surtout, c'était ma priorité pour les petits, quoi. Et justement, tu t'en sors. Ça fait combien de temps déjà que tu as été diagnostiqué et que tu as accepté la maladie? Déjà, pour commencer, qu'on resitue bien, ça fait quoi, 5-6 ans? Ouais, à peu près. Il me semble, de tête, 2014-2015 à peu près. Là, tu acceptes la maladie. Tu dis, ok, j'accepte. Et là, aujourd'hui, donc, bon, tu nous l'as dit, tu as la famille, hein, ta famille, celle que tu as fondée, qui t'a permis justement d'accepter d'une certaine manière ce trouble, cette maladie. Aujourd'hui, comment ça se passe? Comment tu t'en es sorti? Ben, écoutez, pardon. Tu peux me tutoyer. Okay. T'as le droit, avec plaisir. Écoutez, comment je m'en suis sortie? Par étapes, par petits objectifs. Affronter la réalité, affronter le monde. Je portais des lunettes de soleil pendant une période. Je me disais comme ça, je mets des œillères, je fonce et je vois ce que ça donne. Je me lance un peu dans la gueule du loup. J'avais peur des gens au départ. Donc je me suis dit je vais faire des activités normales, amener mes enfants au parc et des choses comme ça simples. Et du coup je recroisais des gens que j'avais connus avant dans l'adolescence et qui me voyaient, qui me souriaient avec une petite sorte de lueur d'espoir. Je voyais dans leurs yeux un côté brillant. Je me disais finalement on me voit comme ça et puis finalement le regard des autres qui m'avait fait tomber malade entre guillemets, il m'aidait à me... Ouais, c'est la boucle qui se bouclait. Il m'aidait à me relever parce que je crois il y avait des gens qui croyaient en moi, notamment des proches de dans ma famille. Je peux citer ma belle-sœur, mon petit frère, ma mère, ils ont toujours été présents et du coup ça faut pas le nier, je veux dire c'est important. Je pense que c'est important quand on a toujours ce soutien et quand on croit en vous, vous avez envie de pas décevoir, vous voyez. Les lunettes de soleil ont disparu? Oui. Mathieu, c'est une des techniques pour s'en sortir, ça. Les lunettes de soleil, c'est une idée, c'est original. Enfin, c'est oui, je l'avais jamais. C'est une façon assez géniale. Je mets des œillères. Tu nous disais celui-là. C'est ça aussi. Est-ce qu'à un moment donné, il faut accepter mettre des œillères pour plus subir le regard des autres? Je pense que c'est peut-être très bateau comme réponse, mais que ça dépend vraiment des personnes. Chacun a vraiment ses techniques, les stratégies qu'il préfère. Il y en a qui vont s'isoler avec de la musique. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Cette technique-là, je l'avais pas entendue, ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Puis en plus, il y a un vrai symbole, c'est-à-dire que quand elle les retire, ça veut dire que ça y est, c'est évacué finalement. Tout à fait, donc c'est beau raconter comme ça, du coup, effectivement. Mais après, chacun a effectivement ses petites techniques, ses petites astuces, voilà, puis de demander de l'aide, avoir ces petits, les personnes qui peuvent nous donner un coup de main aussi. Enfin voilà, il y avait la famille, etc. Donc ça peut être plein de petites choses. C'est vraiment, il y a pas de solution miracle. Finalement, chacun se saisit de ce qui lui parle le plus pour s'en sortir. Marie-Paul? Oui, je disais, je pensais que c'est très important de mettre un diagnostic sur les problèmes, parce que pendant toute cette période-là où il n'y avait pas eu de diagnostic, comment ça se passait? C'est gérer souffrances. Gérer un peu et j'acceptais pas, mais j'étais comme... on l'écoutera après dans la chanson de Maître Gims, Zombie, je crois qu'elle s'appelle. Oui. J'étais un peu comme ça, je me sentais un peu éteinte. J'avais pas de brillance dans les yeux, j'étais comme morte mais vivante. Je participais pas à mon quotidien, j'étais comme extraite de moi et les choses se passaient, j'étais passive. J'étais pas active dans l'action, j'étais pas dans l'action au quotidien avec la famille, avec les enfants, je faisais tout ce qui était nécessaire. Je participais pas vraiment émotionnellement, je m'appliquais plus. Et du coup, c'est grâce au traitement, certainement, la bonne molécule a été trouvée grâce à un peu de courage aussi, je pense. Voilà, et il y a eu beaucoup de professionnels autour de moi, et je sais solliciter de l'aide. Et voilà, j'y ai cru et j'ai réussi à au moins stabiliser, mettre en veille cette maladie. J'imagine que l'annonce du diagnostic a été a eu un impact double, à la fois le soulagement de pouvoir savoir de quoi il s'agissait, et puis aussi quand même, c'est pas anodin qu'on vous diagnostique ce type de problème. Donc ça devait être au départ un petit peu difficile à recevoir, mais en même temps, soulagement de savoir ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour avancer. Voilà, c'était ça. Et aussi l'acceptation, elle a été importante, comme vous le dites, et aussi l'acceptation d'avoir des zones de doute et des zones d'ombre. C'était ça le plus dur pour moi, vous voyez, parce que je revivais ça tout le temps et j'avais peur au quotidien. Je vivais dans la peur en fait. Et quand j'ai accepté qu'il y a des choses que je ne saurais pas, que je dois composer avec ça, et que finalement c'est une perte de temps, toutes ces hospitalisations, tout ça, à chercher une quête de vérité qui viendra pas, c'est l'acceptation du doute aussi qui m'a fait rebondir, vous voyez, de se dire que il y a plein de gens qui vivent comme ça, je pense. Il y a des choses qui nous arrivent,
on sait pas d'où ça vient. Et moi, je cherchais trop à donner des réponses à ces choses-là. Et voilà, quand j'ai accepté ça aussi, le diagnostic, ça aussi, le doute, et ça m'a permis vraiment de me libérer d'un poids. Le pardon aussi, parce que finalement, on pardonne quelque part. C'est important aussi, quand on vit des traumatismes, des choses comme ça, de parler de pardon, de choses comme ça. Parce qu'on pardonne pour se libérer soi et pour s'enlever un poids. Vous voyez, on avance. Ça aussi, c'est important. L'acceptation est une super arme, du coup. L'acceptation, c'est une des meilleures armes. Mathieu, c'est ça, la base pour pouvoir travailler sur la schizophrénie? Ça fait partie des points clés vraiment dans le parcours en fait de la personne. Alors c'est pas toujours simple, c'est une maladie dans laquelle il y a souvent au début des difficultés à la reconnaître. Alors pas chez tout le monde, et c'est pas forcément quelque chose qui dure longtemps, c'est très dépendant des personnes aussi, mais réussir à créer cette acceptation soi-même, à réussir à accepter le truc. Alors pareil, il y a des techniques, il y a des groupes qui existent de paroles, des professionnels qui peuvent accompagner ces démarches-là aussi. Mais cette acceptation, c'est une des clés pour réussir, effectivement, à bien avancer derrière en acceptant ce qu'on a, en se disant, je vais composer avec, je vais vivre avec. Voilà, on disait tout à l'heure. Et puis je vais passer de zombie à un être humain qui se prend en main, finalement, c'est ce qui t'est arrivé. Zombie, c'est le titre que t'as voulu qu'on écoute maintenant, celui-là. Tu peux nous dire pourquoi ce titre? J'ai cru comprendre qu'il représentait pas mal de choses pour toi. Ouais, en fait, il parle un peu de quelqu'un. Il dit dans la musique, t'es parano, tu n'es que l'ombre de toi-même, et je me sentais un peu comme ça. Et finalement, elle est quand même entraînante et elle encourage un peu, parce que finalement, vous allez l'entendre et vous verrez qu'il utilise les bons mots. Et je pense que c'est vraiment bien fait, cette musique. On est ensemble jusque 11h et nous parlons de schizophrénie ce matin dans l'émission Full Santé Mentale. On vient d'entendre un témoignage, moi je trouve très très touchant et très juste de ce que tu as vécu, celui-là, et ça nous amène quand même à cette réflexion. Toi tu dis finalement la maladie on l'a détectée, j'étais assez jeune, et là je me tourne à nouveau vers vous Mathieu, qui êtes neuropsychologue. À quel moment est-ce qu'il faudrait idéalement pouvoir diagnostiquer la schizophrénie? Alors le plus tôt possible. Du coup, donc la maladie en tant que telle, Basile en parlait un petit peu au tout début, il me semble. Donc ça va se déclencher vraiment fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. On dit en général 18-25 ans dans ces eaux-là. Un peu plus tard chez les femmes, effectivement, en moyenne. Et en fait, il existe des premiers signes, des premiers trucs qui peuvent venir un peu alerter déjà dès l'adolescence. J'en parlais, donc il y a une structure qui s'appelle le Centre de liaison et d'intervention précoce sur Nancy qui existe depuis 2017 et qui maintenant a même encore, on va dire, rallongé le délai en allant jusqu'à 12 ans si je dis pas de bêtises. Donc en fait, il y a plein de petits signes comme ça qui peuvent alerter. Alors je me permets de regarder un peu mes notes parce que je connais moins. Allez-y, je vous en prie. Je connais moins ces stades-là, on va dire, de la maladie. Donc ça peut être en fait des premières ruptures qui vont s'observer dans le comportement. Quelqu'un qui avait une certaine je sais pas, qui était toujours joyeux, etc. Puis d'un coup, on se rend compte que ça change un petit peu, sans qu'il y ait évidemment d'événements. Évidemment, s'il y a une rupture, un décès, etc., c'est autre chose. Donc ça va être des ruptures comme ça dans le comportement, des premiers soucis de concentration et de raisonnement. Ça marche un peu moins à l'école, par exemple, des choses comme ça. Des sentiments un peu d'étrangeté, de bizarrerie, des choses un peu. On n'est pas dans les hallucinations, c'est beaucoup moins fort, mais c'est des premières petites étrangetés comme ça qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Tout ce qui est repli sur soi, des angoisses un peu, puis la personne aussi qui va être dans son incompréhension, de se dire qu'est-ce qui m'arrive. C'est un moment où où les personnes en ont conscience plus facilement quand la maladie est franchement déclarée. Donc quand est-ce qu'on doit intervenir? Je dirais au plus tôt, si on constate qu'il y a des trucs comme ça qui cassent avec le fonctionnement habituel de la personne. Mais c'est pas facile quand on est parent, parce que c'est un âge, en plus c'est l'âge de l'adolescence. Quand on est parent d'un ado, moi j'en ai deux à la maison, je sais ce que c'est. On ne sait pas toujours dire si c'est pas l'adolescence qui provoque ces ruptures-là aussi. Est-ce qu'il faut du coup s'en inquiéter tout de suite? Est-ce qu'il faut se dire, voilà, c'est peut-être pas que l'adolescence, allez je vais consulter. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est ça le problème, c'est à quel moment effectivement on franchit le pas, parce qu'il y a des choses qui sont aussi normales à cet âge-là. C'est une période un peu charnière où il y a beaucoup de changements et de bouleversements. J'ai pas forcément de réponse, on va dire. Moi j'ai envie de dire à partir du moment où c'est source de souffrance en fait pour l'ado. Moi c'est souvent comme ça que j'arrive à parler de troubles ou quoi que ce soit. C'est la personne ressent qu'il y a une difficulté et du coup il y a un genre d'appel à l'aide entre guillemets qui peut être verbalisé ou pas, mais voilà, c'est souvent des personnes qui vont passer du coup par les CMP enfants avec des pédopsychiatres, etc., et qui après seront basculés vers l'antenne dont j'étais en train de parler. À quel moment on consulte? Je dirais quand on se rend compte que, c'est pareil, c'est très
détendant de chaque situation. Voilà, c'est quand on se rend compte qu'il y a un besoin d'aide, quoi. Et c'est pas toujours facile en tant que parent, ni même en tant que personne qui en souffre, je pense. Mais il y a pas forcément de moments précis, quoi. Donc le conseil à donner aux parents, il faut qu'il y ait un problème de fonctionnement en quelque sorte. C'est ça, que la personne se rende compte aussi de quelque chose. Dans son groupe, dans ses rapports avec les gens autour de lui ou d'elle. C'est ça. C'est souvent des personnes, c'est aussi des personnes extérieures qui peuvent capter tout ça. Parce qu'elles remarquent qu'il y a ces changements qui se font par rapport au fonctionnement habituel de la personne, quoi. Je reviens sur ce que je disais. Elle agit plus comme avant. Elle a l'air un peu plus mal qu'avant, etc. Sans qu'il y ait forcément de raison. Alors ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être peut-être un début de dépression, des choses comme ça. Il y a plein d'autres choses qui existent. Voilà, c'est pas facile de trancher, mais c'est ça. Il faut qu'il y ait sans être trop alarmant, peut-être pour des conseils aux parents. Peut-être déjà, c'est d'ouvrir le dialogue avec son adolescent, avec son enfant. C'est pour ça que je parlais d'appel à l'aide. Tout à fait, c'est la notion de dialogue, écouter, être à l'écoute, et surtout ne pas minimiser ce que peut dire l'enfant. Vous vous rendez compte quand même ce que vous dites, vous dites ça à des parents d'adolescents, donc c'est déjà difficile. Mais c'est vrai qu'effectivement, pourtant, le dialogue est encore plus important du coup. Oui, c'est dans ces moments-là, je pense que le dialogue est important et de pas minimiser le comportement de son adolescent. D'être à l'écoute, quoi. Ça sera probablement pas une schizophrénie, mais ça peut être un petit passage un peu compliqué dû à l'adolescence. Mais quoi qu'il arrive, il faut être à l'écoute. Quoi que ce soit, il faut une communication qui permette de résoudre le moindre souci, quoi. Oui, mais je pense que peut-être c'est pas toujours facile de faire dire à l'adolescent ce qu'il y a. Il peut avoir dans un premier temps tendance à le cacher, à le dissimuler, à le nier. Comment on peut amener d'ailleurs l'adolescent à accepter, par exemple, d'aller voir, c'est quoi, c'est un psychologue dans un premier temps qui peut aider dans cette... Je me permets, avant même d'aller voir un psychologue, peut-être s'il n'y en est pas encore là, l'adolescent, il y a beaucoup maintenant de ressources d'auto-aide sur Internet. Donc voilà, il y a tout, mais il y a quand même des ressources vraiment intéressantes. Notamment, j'y pensais même plus, mais notamment le site Raptor Neuropsy que représente Monsieur Serbet, où on peut avoir des informations, où on peut trouver de l'information soi-même, et des sites comme le site internet comme le Psycom, où on peut retrouver des informations également. Il y a aussi le site internet qui est intéressant pour les adolescents, c'est JEFPSY, JUFPSY, qui est plutôt du coup à destination des adolescents là pour le coup, et il y a plein de choses intéressantes qu'on peut trouver soi-même si on n'est pas encore prêt d'aller voir un professionnel. On remarquerait qu'il fait tout ça de tête, il est très fort. C'est vrai. Mais on peut aussi, de façon plus simple, peut-être, et puis parce que c'est plus familier, aller voir le médecin traitant. Ouais. Que les parents puissent l'amener au médecin traitant si l'enfant est en confiance avec cette personne-là. La première personne de confiance, en fait, c'est l'idée, je pense, générale. La première personne qui t'a accompagné, celui-là, c'était qui? Tu sais nous dire aujourd'hui, grâce à qui finalement t'as pu aller vers ce diagnostic? Le diagnostic, c'est-à-dire, j'ai pas compris. La personne qui a pu t'accompagner, peut-être parce que là, tu vois, on parle du médecin traitant, du psychologue. C'est vrai que c'est pour nous aider finalement à nous dire à quel moment qui peut être la personne qui peut nous orienter à ce dépistage, si je peux appeler ça comme ça. Honnêtement, mon médecin traitant de l'époque, j'avais une entière confiance en lui. Et c'est vrai que jusqu'à nos jours, même si j'ai déménagé, dès que je me rends dans ma ville natale, je vais lui rendre visite parce que justement, il m'a aidé à accepter justement ce trouble. Et je pense que c'est très important d'avoir un bon contact avec son médecin traitant et que il sera toujours là pour expliquer et donner plus de pistes à la personne qui souffre. Vraiment, je pense que c'est un bon tremplin pour pouvoir prendre conscience. On va pas chez un psychiatre comme ça. Il y a tout un cheminement à faire avant d'être prêt. Oui, mais à cette époque-là, moi, quand je suis tombée malade, j'habitais pas dans ma ville natale, donc je résidais sur Paris. J'avais déménagé, j'étais seule là-bas. Donc j'avais un frère à l'époque qui habitait pas très loin. Donc finalement, c'est lui qui s'est rendu compte après que ça allait mal. Mais quand je suis revenue dans ma ville natale, lui, j'avais une entière confiance à ce médecin, c'est sûr. Oui. Je vous propose, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, on a une actualité à traiter avant de se quitter, peut-être faire un petit résumé. Je vais vous poser quelques questions, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse ça? Comme ça, on va essayer de rebalayer très rapidement et très synthétiquement les choses. Par exemple, est-ce que la schizophrénie est une maladie qui affecte le système nerveux? Du coup, oui, justement, il y a des désordres au niveau des neurotransmetteurs, etc. Et justement, les traitements sont souvent là pour ça. Au niveau de la dopamine, du coup, pour avoir le terme exact. Et je ne saurais pas aller plus loin, par contre, dans l'explication. Est-ce que les personnes atteintes de schizophrénie ont forcément plusieurs personnalités? Non. Non. On est d'accord. Dans de très nombreux cas, la schizophrénie, il y a des antécédents connus. C'est génétique, on se le transmet de père en fils. Alors effectivement, quand il y a un parent qui est concerné par la maladie, il y a une composante génétique, donc on peut le retrouver derrière, effectivement.
Ce sont les jeunes les premiers concernés par la maladie ? Vu l'âge auquel ça se développe, oui, plutôt. Un traitement médicamenteux est bénéfique et peut être bénéfique en tout cas pour la maladie, vrai ou faux ? Il peut aider tout à fait sur certains des symptômes, comme les hallucinations justement. Et donc un schizophrène, on le dit, c'est quelqu'un de très dangereux ? Pas du tout. Et ça venait du cœur. J'attendais cette réponse de ta part. Exactement. On est d'accord, il fume aussi beaucoup de cannabis. Oui, le matin, à midi, et pas trop le soir. Non, ça c'est plutôt après pour les psychopathes, c'est très différent. Merci à vous tous pour ces réponses. J'espère qu'on a pu comme ça un peu démonter les préjugés. On aurait encore tant à dire dessus et on aura sans doute encore tant à en dire. Avant de se quitter, je crois que Mathieu Serbet, je le rappelle, vous êtes neuropsychologue, je dis pas de bêtises, et président de l'association Raptor Neuropsy. On voulait parler justement de votre site internet. Dites-nous un petit peu, c'est quoi ce fameux site Raptor Neuropsy ? Ouais, tout à fait. Donc du coup, nous on est Raptor Neuropsy, donc c'est une association qui a un peu plus de 2 ans maintenant, et le but c'est vraiment de casser un peu les préjugés, les tabous, les idées reçues, etc. sur la santé mentale, donc les troubles psychiques, schizophrénie, dépression, le trouble bipolaire, etc. Toute la panoplie. Et en fait sur le site on retrouve donc des bandes dessinées. Donc Raptor, c'est parce que je suis passionné de dinosaures depuis que je suis tout petit. Donc en fait c'est des dinosaures, les personnages qui racontent un peu les différents troubles, mais c'est pas à destination des enfants, c'est vraiment tout public. Et donc du coup on parle un peu de ce que c'est les troubles psychiques, c'est quoi les soins qu'il existe en psychiatrie, qu'est-ce qu'il y a comme professionnels autour de ça. Et puis on va de plus en plus aussi vers d'autres sujets qui concernent la santé, comme tout ce qui est la sexualité ou les troubles plutôt en gériatrie, en neurologie, etc. Donc vraiment le but c'est d'informer un maximum de monde sur la santé mentale surtout, avec du contenu gratuit, des bandes dessinées. On a des vidéos aussi sur une chaîne YouTube, on est sur tous les réseaux sociaux à peu près qui existent. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'informer, de donner du contenu qui est partageable, diffusable, gratuit. Merci à vous Mathieu. Donc je le redis, vous êtes neuropsychologue, président de l'association Raptor Neuropsy. Allez sur le site internet. Merci d'avoir vulgarisé, d'avoir simplifié les choses avec nous dans ce débat aujourd'hui. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Merci Souila. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans nos studios. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir partagé. Et tu étais très jolie sur les caméras. Merci. Je voulais te le dire, ça c'est entre nous, on s'était parlé hors antenne. Tu es très très canon sur les caméras. À très bientôt. Merci aussi Marie-Paul et merci Basile. Et on se retrouve le mois prochain pour votre prochaine émission Full Santé Mentale. On se quitte avec Aurel San, Jour Meilleur. Très bon choix. Oui, on peut aller vers des jours meilleurs. Oui, ça se traite. Oui, on peut être schizophrène et bien le vivre. On l'a vu aujourd'hui. Merci à vous tous. Bonne journée à tous. Et merci d'être sur RCN. Merci. RCN, www.rcn-radio.org